Bien, écoutez, je vous propose de démarrer le séminaire. Merci de rester avec nous pour cette 6e édition donc, du séminaire consacré au fondement des mathématiques et aujourd'hui au fondement cognitif des mathématiques, puisque vous savez que j'ai invité 3 personnes qui travaillent en intelligence artificielle sur les mathématiques et 3 personnes qui travaillent sur la cognition réelle et en particulier aujourd'hui sur le développement des mathématiques. Je suis très très heureux d'accueillir Véronique Izard, qui est chargée de recherche au CNRS, qui est polytechnicienne, qui a fait une très brillante carrière consacrée à l'analyse des représentations mathématiques et notamment arithmétiques, mais pas seulement, géométriques aussi, chez l'enfant, chez l'adulte. On a travaillé ensemble au départ et maintenant donc Véronique est au Saint-Père. Alors je me suis trompé légèrement, c'est l'université Paris-Cité maintenant. Les noms changent à mesure que les universités grossissent et se regroupent. Et donc c'est l'université Paris-Cité qui accueille l'équipe langage et cognition de Véronique Izard au Saint-Père. Et elle m'a fait vraiment le très grand plaisir et l'honneur de sauver cette matinée parce que malheureusement Manuela Piazza n'a pas pu nous rejoindre d'Italie pour des raisons personnelles. Donc merci infiniment Véronique et on est très heureux de t'écouter sur les fondements cognitifs des mathématiques. Bien, merci beaucoup à toi, merci de cette invitation. Je suis moi aussi très heureuse d'être là. Et donc, je m'excuse un petit peu parce que cette présentation a été montée un petit peu rapidement, mais j'espère que ça va être compréhensible du début à la fin et intéressant. Donc la question dont je vais vous parler, c'est la question, comme disait Stan, des fondements cognitifs des mathématiques. C'est en fait la question qui est vraiment la ligne directrice de toutes mes recherches. C'est-à-dire ce que j'essaye de faire, c'est de trouver des systèmes de représentation qui sont présents chez des créatures qui n'auraient pas eu d'enseignement en mathématiques, mais qui ont néanmoins un contenu qui est mathématique. Et évidemment, mettre en évidence l'existence de ces systèmes, c'est intéressant parce que ça nous permet d'abord de comprendre peut-être l'apprentissage des mathématiques, donc qu'est-ce qui est présent à la base et comment ça peut influencer sur les apprentissages et la facilité des apprentissages. Et ça peut peut-être également nous donner des indications sur ce que sont les mathématiques, pourquoi elles ont pris la forme qu'elles ont et des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est mon but dans ma vie de chercheuse. Pour vous préciser un petit peu plus les choses, ce que j'entends ici par contenu mathématique, en fait, je recherche 2 sortes de critères. Un premier critère qui est que je vais rechercher des systèmes de représentation qui encodent des informations qui sont pertinentes pour les mathématiques. Par exemple, quand je m'intéressais au nombre, on va chercher des systèmes de représentation qui encodent la quantité numérique et qui encodent ces aspects et de manière abstraite, c'est-à-dire en filtrant des informations qui ne sont pas pertinentes pour les mathématiques. Et donc pour rester sur l'exemple du nombre, on va chercher des représentations qui encodent le nombre et qui permettent de faire abstraction d'autres aspects comme le type d'objet qu'on est en train de compter. Est-ce que c'est des objets qui sont présentés sous la modalité visuelle ou sous la modalité auditive, des choses comme ça. Donc c'est le premier critère qui permet de dire qu'il y a vraiment un contenu d'ordre mathématique dans une représentation. Le deuxième critère qui m'intéresse également, c'est de trouver des représentations qui permettent de faire des inférences, de tenir des raisonnements qui ressemblent aux raisonnements qu'on fait en mathématiques. Donc pour rester dans l'exemple des nombres, ce qui nous intéresse ici, c'est de trouver des représentations qui permettent de faire des choses qui ressemblent à des additions, des soustractions, des multiplications, ce qu'on fait habituellement avec des nombres en mathématiques. Et si on a cette capacité d'inférence de type mathématique sur un système de représentation, on peut dire aussi qu'il y a un contenu mathématique dans ce système. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que je recherche cette quête, je la décline sur 2 sujets différents qui sont d'une part les nombres et d'autre part la géométrie. Et sur cette diapo, je vous ai mis des citations pour illustrer
pourquoi j'ai choisi ces deux sujets-là? Parce qu'en fait, ce sont ces deux sujets où il y a une histoire riche, en philosophie notamment, pour proposer que ce sont des domaines de connaissances qui viennent naturellement à l'être humain, où tous les êtres humains seraient munis de ces connaissances élémentaires-là. Et en particulier, donc aujourd'hui, je vais me focaliser sur la géométrie, qui est le domaine qui m'a intéressée plus particulièrement toutes ces dernières années. Et ici, je vous ai mis une citation de Poincaré qui parle ici de la géométrie euclidienne par opposition à d'autres géométries qui sont les géométries non euclidiennes, et dont je vais parler un petit peu plus tard dans cet exposé. Et ici, Poincaré propose la thèse que notre esprit a été préparé pour penser l'espace en termes euclidiens parce que c'est ce qui est le plus pratique pour évoluer dans le monde qui est le nôtre. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je vais présenter aujourd'hui, donc je vais me focaliser, je disais, sur la géométrie. Je vais aussi, en fait, me focaliser sur le premier de mes deux critères, sur le contenu, enfin, les informations qui sont encodées dans les représentations. Non pas que la question des inférences de nature géométrique n'est pas intéressante, en fait c'est une question extrêmement intéressante, mais ou peut-être les travaux que je mène sont un petit peu moins avancés, donc j'aurai un peu moins de choses à dire. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le premier critère de toute façon. Voilà. Donc ce que je vais faire par la suite, je vais vous présenter en fait 3 projets où donc on va analyser le contenu géométrique de représentation de formes visuelles. Et en fait, on va faire une espèce de petite trajectoire. C'est-à-dire qu'on va commencer un premier projet qui se focalise vraiment sur la géométrie euclidienne, dans un sens très strict. Et au fur et à mesure, on va s'éloigner de la géométrie euclidienne pour aller explorer des géométries qui sont de plus en plus différentes. Voilà, donc le premier projet, comme je disais, s'occupe de géométrie euclidienne dans un sens strict. J'utilise ici la définition de la géométrie euclidienne qui est celle des mathématiques où la géométrie euclidienne est la géométrie qui repose sur ce qu'on appelle le groupe euclidien. Donc c'est une géométrie où, en fait, si vous voulez, donc une géométrie, ça donne un langage pour décrire certaines propriétés spatiales, mais toutes les propriétés spatiales n'entrent pas dans la géométrie. Il y a certaines autres propriétés qui ne sont pas pertinentes et qui ne font pas partie de ce vocabulaire de la géométrie. Et donc, dans la géométrie euclidienne, donc, qui s'appuie sur le groupe euclidien, le langage qu'on a, c'est un langage qui permet de décrire les propriétés métriques des formes, c'est-à-dire tout ce qui a trait aux longueurs, aux distances, aux angles. Donc à la fois ce qu'on appelle en anglais shape, c'est-à-dire la forme avec toutes ses proportions, et la taille de la forme. Et donc la géométrie euclidienne encode ces propriétés-là en faisant abstraction d'autres propriétés spatiales qui sont la position de la forme dans l'espace, son orientation, donc est-ce qu'elle a été tournée ou pas, et une troisième propriété qu'on appelle le sens, qui est en fait une propriété qui permet de distinguer des images miroirs. Donc sur la diapo que vous avez ici, il y a deux triangles bleus qui sont images miroirs de l'un de l'autre. Arbitrairement, un aurait un sens qui est positif, l'autre aurait un sens qui est négatif. Voilà. Et donc, dans la recherche que je vais vous présenter, on a essayé de voir si quand on perçoit des formes, est-ce qu'on met en place une description, est-ce qu'on encode une description des formes qui correspond à cette description qui est proposée par la géométrie euclidienne. Et on peut faire un certain nombre de prédictions, donc si c'est le cas, si on a cette description des formes qui est présente, quand les personnes font des jugements sur les formes, on devrait voir qu'ils arrivent à détecter facilement, à prendre en compte facilement des variations qui sont des variations sur des aspects qui sont encodés par la géométrie euclidienne, donc la taille globale et cette forme avec les proportions. On devrait voir aussi qu'ils arrivent facilement à faire abstraction des propriétés qui ne sont pas pertinentes pour la géométrie euclidienne, donc la position, l'orientation et le sens. Et puis on peut faire aussi des prédictions qui vont encore plus loin,
peut-être que non seulement on fait abstraction facilement de ces propriétés-là, mais que dans certains cas, on pourrait être incapable on ne les encode pas, donc on ne détecte pas ces variations-là. Et peut-être aussi que non seulement on encode les variations qui sont pertinentes pour la géométrie euclidienne, mais que dans certains cas, on n'arrive pas non plus à en faire abstraction. Voilà, donc c'est c'est complémentaire. On va regarder à la fois les propriétés qu'on arrive facilement à encoder et les propriétés dont on arrive facilement à faire abstraction. Et dans la recherche que je vous ai présentée, en fait, on avait deux populations aux États-Unis, avec différents groupes d'enfants et d'adultes, avec des enfants qui pouvaient être très jeunes, à partir de 3 ans, et un deuxième groupe qui a participé à cette recherche grâce à la collaboration de Pierre Pica, qui est linguiste au CNRS, qui sont les Munduruku. C'est un groupe indigène qui vit au Brésil, en Amazonie. Et Pierre Pica a développé une relation avec eux, il leur rendait visite régulièrement, et il avait développé toute une technique pour pouvoir apporter des ordinateurs et leur poser des questions par rapport à des choses qu'ils faisaient apparaître sur l'ordinateur. Et donc voilà, on a voulu voir chez ces différentes populations quels étaient les aspects des formes qui étaient encodés, quels étaient les aspects des formes qu'ils pouvaient facilement ignorer. La tâche qu'on utilise est une tâche très simple, parce qu'on veut que ce soit une tâche qui puisse être proposée à des enfants très jeunes. Sûrement que Stanislas a déjà parlé de cette tâche dans le cadre de ses cours. Donc c'est une tâche où on va présenter ici 6 formes. Il y en a 5 qui sont en fait exactement la même forme, sauf qu'elle a été tournée. Et il y en a un 6e qui est la forme déviante. Et la personne doit nous dire, à son avis, quelle est la forme qui est différente, ou très différente, ou la plus différente. Et on avait donc plusieurs sortes de différences dans cette expérience. Ici, vous avez une différence sur la forme, donc les proportions. Ici, on a créé un déviant en faisant un angle qui est différent. Ici, vous avez une différence de type de taille, et ici, vous avez une différence de type de sens, c'est-à-dire que si vous essayez de faire bouger, de faire des rotations mentales sur ces formes-là, vous trouverez qu'il y en a une qui ne s'aligne pas tout à fait avec les autres. Et donc tous ces essais étaient mélangés dans l'expérience. Et donc, comme je vous disais, on a plusieurs groupes aux États-Unis et au Munduruku. En fait, chez ces deux populations, et même chez tous les groupes qu'on a interrogés, on a eu un pattern de résultats qui était tout à fait concordant, avec dans tous les cas les propriétés qui sont pertinentes pour la géométrie, qui sont faciles à détecter, donc la forme métrique et la taille, et par contre le sens qui était difficile à détecter. En fait, le sens n'a été détecté que par un seul des groupes qu'on a interrogés, qui est le groupe des adultes états-uniens. Dans les autres groupes, ils étaient bien en peine et ils n'ont pas trouvé le déviant dans les essais de type sens. Donc voilà, donc jusqu'ici, les données vont vraiment dans le sens des prédictions que je vous ai présentées au début, c'est-à-dire que ces deux propriétés, taille et forme, qui sont pertinentes en géométrie euclidienne, elles sont faciles à percevoir, et cette propriété du sens qui n'est pas pertinente en géométrie euclidienne, elle est difficile à percevoir. Je vais m'intéresser maintenant à l'autre côté des prédictions, c'est-à-dire la capacité qu'on pourrait avoir à faire abstraction à certains types de variations. Et alors pour étudier cette capacité-là, on avait un deuxième type d'essai qui était mélangé avec les premiers types d'essais, qui sont des essais de type interférence. Ici aussi, on a un déviant. Donc là, dans l'exemple que vous voyez sur l'écran, c'est un déviant de type forme. Donc à nouveau, un déviant qui a été créé en faisant un angle qui est différent. Donc il y en a un qui est un certain angle et les 5 autres sont un autre angle. Par-dessus ça, on rajoute des variations sur une autre dimension. Et là, on a des variations de type taille, mais ce n'est pas des variations qui vont définir un déviant, c'est-à-dire que toutes les formes ont des tailles qui sont différentes. Et donc, on va étudier si, quand on ajoute ces variations de type taille, est-ce que c'est plus difficile de détecter le déviant par rapport à quand elles n'y étaient pas. Et donc, on a toutes les directions d'interférence qui étaient testées dans la manip. Ici, vous avez une interférence de la taille sur la forme. Ici, un autre exemple, ça, c'est une interférence du sens sur la forme.
Et donc, comme je vous disais, ce que je vais vous montrer sur ces graphiques, c'est le coût qui est associé à ces interférences qui ont été intégrées. Donc, à quel point c'est plus difficile de repérer le déviant quand on a des interférences par rapport à quand on ne l'a pas. Et les résultats qu'on a trouvés sont tout à fait concordants à nouveau entre les deux populations et aussi avec les données qu'on a dans le côté détection, c'est-à-dire que tout comme les variations de taille et de forme étaient faciles à détecter, il est également difficile de faire totalement abstraction de ces variations-là, donc on a un coût associé aux interférences de taille et de forme. Par contre, les variations de sens étaient difficiles à détecter, et bon, ça paraît assez logique que du coup, il n'y a aucun coût qui est associé à des variations de sens. Donc on retrouve les 4 prédictions que je vous avais montrées au début, avec un pattern concordant entre ces deux populations, et en particulier chez les Munduruku, sachant que toutes les personnes qui étaient interrogées dans le cadre de cette expérience, c'était des personnes qui n'avaient pas reçu d'éducation en géométrie. Quand on regarde en détail, on a eu un effet qui n'était pas un effet qu'on avait prédit ni attendu dans cette manip, au niveau développement. Donc là, vous avez, c'est les mêmes données, c'est les coûts associés aux interférences pour les différents groupes qu'on a, donc séparés cette fois par âge. Et ce qu'on voit au niveau des États-Unis, c'est qu'il y a un sorte de basculement qui s'est produit. Donc chez les enfants les plus âgés et chez les adultes, les effets d'interférence sont plus forts pour la forme que pour la taille. Donc comme si la forme, c'était une dimension plus importante d'analyse des formes. C'est plus facile en anglais, on a 2 mots séparés pour shape and form. Donc en français, la forme métrique est plus importante pour l'analyse des formes que la taille, à partir de ce groupe de 9-12 ans. Par contre, pour le groupe des enfants qui étaient plus jeunes, on voit que la taille est une dimension qui semble plus pertinente pour eux par rapport à la forme. Donc ça a un plus d'impact sur leur réponse. Et alors chez les Munduruku, ce qu'on voit, c'est un impact plus fort de la forme par rapport à la taille, qui ressemble à ce qu'on a chez les États-Unis les plus âgés. En fait, donc chez les Munduruku, le groupe d'enfants, il va de 5 à 15 ans. En réalité, la plupart des enfants avaient plus de 8 ans. Et à vrai dire, quand on compare les deux populations à âge égal, on voit que les types de réponses sont vraiment très concordants entre les deux populations. Donc, il est possible que cette trajectoire développementale qu'on a ici aux États-Unis, elle existe également chez les Munduruku, mais avec le nombre de personnes d'enfants notamment qu'on a interrogés, on n'était pas en mesure de l'avoir. Voilà, donc pour conclure sur ce premier projet de recherche, alors la conclusion générale, c'est que la géométrie euclidienne, cette forme de description des figures visuelles est présente dans notre esprit, c'est-à-dire qu'on a une représentation qui décrit les formes visuelles de la même façon que la géométrie euclidienne. Donc une représentation où ici, par rapport aux figures que j'ai représentées sur l'écran, les 2 triangles qui sont en bleu sont considérés comme des triangles équivalents et ils sont considérés comme différents par rapport aux triangles qui sont en gris. Mais en fait, quand on regarde les données de près, on voit aussi qu'il y a une certaine flexibilité et qu'en réalité, dans les réponses des personnes, on voit d'autres types de géométries qui pointent. Et donc en particulier chez les enfants les plus âgés et chez les adultes dans les deux populations, on a cette géométrie-là qui est une géométrie où la taille n'a plus vraiment d'importance. Donc c'est une géométrie invariante par rapport à l'échelle qui va considérer que les 3 triangles de gauche sont équivalents, même le petit parce qu'il a les mêmes proportions que les grands. Et chez les adultes états-uniens, on avait encore une 3e forme de géométrie qui était employée, parce que, comme je vous disais, c'est la population où on a la détection des essais des variations de type sens, donc différenciation de ces 2 triangles qui sont symétriques. Alors, je ne vous ai pas donné tous les détails
des effets d'interférence, mais il se trouve que quand ils cherchaient le sens, ils avaient une interférence de la forme et pas de la taille. Donc ici, on est en fait sur une géométrie qui encode les formes en fonction de leur forme, forme métrique, en fonction du sens, mais qui fait abstraction de la taille. Donc 3 formes de géométrie en fait étaient présentes dans les réponses des gens. Et donc cette flexibilité qu'on a constatée dans les réponses, ça en fait ensuite m'a inspiré d'aller voir de manière un petit peu plus large, d'aller chercher les géométries qui sont présentes dans notre perception de manière plus large, sans se focaliser uniquement sur cette géométrie qui est les géométries euclidiennes. Et dans le deuxième projet donc, que je vais vous montrer, je me base sur un outil qui a été proposé en mathématiques par le mathématicien Klein, qui s'appelle la géométrie transformationnelle. Et c'est un outil qui nous montre qu'en fait, donc on a plusieurs théories géométriques qui peuvent exister et qui sont reliées entre elles par une hiérarchie qui va de la géométrie la moins abstraite à la géométrie la plus abstraite. Et la géométrie euclidienne que je vous décrivais dans le début de cet exposé fait partie de cette hiérarchie. Et donc on appelle ça la théorie transformationnelle parce que l'idée clé de Félix Klein, c'est que pour décrire une certaine géométrie, en fait, on va décrire les sortes de transformations géométriques qui ne sont pas importantes pour cette géométrie. Donc ici, par exemple, pour cette géométrie euclidienne dont je vous parle depuis le début, si on transforme des formes en faisant des rotations, on a juste changé l'orientation, ce n'est pas pertinent en géométrie euclidienne, ça ne va pas changer ce que la géométrie euclidienne a à dire par rapport à ces formes-là. Et donc, on peut imaginer du coup des géométries où les transformations qui ne sont pas pertinentes sont des transformations qui sont soit plus importantes que des rotations ou soit moins importantes que des rotations. Si on passe sur des transformations qui sont plus importantes, on va passer sur des descriptions, sur des géométries qui sont plus abstraites, parce que les propriétés qui sont pertinentes pour cette géométrie-là, en fait, c'est des propriétés qui doivent être préservées, rester préservées sur des transformations qui sont des transformations plus importantes. Donc c'est le cas, par exemple, de cette deuxième type de géométrie dont je vous ai parlé dans le cadre des résultats de l'étude précédente. Ici, géométrie invariante par rapport à la taille. Donc cette géométrie va s'intéresser à des propriétés qui sont plus abstraites, qui va se focaliser sur les propriétés qui sont plus abstraites par rapport à la géométrie euclidienne, parce qu'on va s'intéresser à des propriétés qui restent préservées même quand on a changé la taille des figures. Alors qu'en géométrie euclidienne, on pouvait s'intéresser à des propriétés qui changent quand on change la taille des figures. Et donc ça, ce sont deux étages de cette hiérarchie de géométrie qui a été proposée par Klein. Et voici tous les étages qui sont proposés dans ce cadre de Klein, qui va alors, la géométrie de plus bas niveau, que j'appelle ici l'identité, je l'ai rajoutée parce que c'est pertinent pour ce qu'on va faire au niveau de la perception. Ça ne faisait pas partie de la hiérarchie de Klein. Donc si on regarde tout à gauche ici sur l'écran, on a cette première géométrie qui est la géométrie identité. Ici, c'est une géométrie qui décrit en fait pratiquement tous les aspects de l'espace, où en fait dès qu'on va bouger une forme, dès qu'on va lui faire subir une rotation, on va considérer que la forme n'est plus équivalente, qu'on arrive sur une forme qui est différente. À l'extrême opposé sur cette hiérarchie, on a une géométrie qui est la topologie, où là c'est une géométrie où en fait les formes, si vous voulez, c'est du chewing-gum, on peut les déformer dans tous les sens, mais la topologie considère qu'on reste sur la même forme. À partir du moment où on n'a pas fait de trou, on n'a pas coupé la forme, ça reste une forme qui est équivalente. Donc on est sur un niveau d'abstraction qui est très élevé. Et donc quand on monte le long de cette hiérarchie, donc on a l'identité, la géométrie euclidienne, la géométrie invariante par rapport à l'échelle. Ensuite, on arrive sur une géométrie qui a un niveau d'abstraction au-dessus, qui est la géométrie affine.
Donc ça, c'est une géométrie qui va tolérer des étirements de forme, mais qui sont des étirements homogènes. Donc comme si vous voulez, si vous dessinez une forme sur un tissu qui est un peu élastique et ensuite vous étirez ce tissu, vous avez étiré la forme, mais bon, il y a certaines contraintes sur le type d'étirement que vous voulez faire. Donc en géométrie affine, tous ces étirements sont des formes équivalentes. Au-dessus de la géométrie affine, vous avez la géométrie projective qui, elle, va considérer que les formes sont équivalentes dès lors qu'elles sont reliées par une projection. Donc là, pour vous donner une description intuitive de ce que ça fait, c'est que vous imaginez les différentes ombres qui sont créées en déplaçant une source de lumière. Donc si vous mettez la lumière assez proche et que vous la déplacez autour d'une silhouette, vous allez voir que l'ombre projetée va changer. Mais néanmoins, il y a un point commun entre toutes ces ombres, c'est que c'est l'ombre de la même chose. Et c'est ce point commun que capture la géométrie projective. Voilà, donc on a toute cette hiérarchie, différentes en fait descriptions de formes qui existent. Et dans la recherche que je vais vous présenter maintenant, la question qu'on a voulu savoir, c'est est-ce que par la perception, on peut accéder à toutes ces descriptions de formes qui ont été proposées en géométrie. Alors, à nouveau, ça va être une recherche où on va vraiment s'intéresser à un éventail d'âge qui est très très large, à partir de 3 ans. Donc, on a créé une tâche qui est à nouveau facile à administrer à des enfants qui peuvent être très jeunes. Donc, dans cette tâche-là, on a 4 carrés ici. On va avoir des formes qui apparaissent dans les 4 carrés. Et on demande à la personne de nous dire si, selon elle, il s'agit 4 fois de la même forme ou s'il s'agit de formes qui sont différentes. Donc dans la première étape de l'étude, on oriente un peu les personnes pour les aider, notamment les plus petits, à utiliser ces 2 réponses possibles. Et donc on les oriente en les entraînant à dire que ces formes-là, ce sont les mêmes formes, et à dire que ces formes-là, qui sont des formes différentes, même du point de vue de la géométrie projective, ce sont des formes différentes. Voilà, donc on les entraîne sur les 2 extrêmes et après on leur montre des essais qui correspondent à des géométries intermédiaires. Et là on regarde ce qu'ils répondent. Donc ici par exemple, vous avez 4 formes qui sont reliées par des transformations affines. Et la question c'est est-ce que selon vous, est-ce qu'il s'agit de la même forme ou est-ce qu'il ne s'agit pas de la même forme ? Et donc voilà, pour vous donner le design de l'expérience, comme je vous disais, on a interrogé un éventail d'âge très large. En fait, ce sont des expériences qui sont menées dans les musées de Universcience. Donc en partie, elles ont été menées au Palais de la Découverte et ensuite à la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette. Et donc, on donnait des essais qui correspondaient aux différentes transformations sur l'échelle que je vous ai montrée avant, donc de la translation à la rotation, à la similitude, c'est-à-dire on ajoute à la rotation des changements de taille, ensuite des transformations affines qui ajoutent ces étirements, des projections qui ajoutent des étirements qui peuvent être non homogènes, et enfin une transformation complètement élastique. Et ce qu'on enregistre, c'est si la personne nous dit qu'elle pense qu'il s'agit de formes qui sont les mêmes formes ou s'il s'agit de formes qui sont différentes. Ici, vous avez l'ensemble des données qu'on a collectées et donc au premier coup d'œil, ce que ça vous montre certainement, c'est qu'il y a une certaine variabilité. Je vais prendre 3 personnes qui ont donné des réponses pour vous orienter sur la variabilité qu'on a observée ici. Je prends un petit pointeur. Vous avez ici en violet une première personne. Donc cette personne-là, c'est une personne qui, quand on lui montrait des formes en translation, nous disait c'est la même forme. Et après, quand on lui montrait une rotation, cette personne passait à nous dire non, ça c'est pas la même forme. Et cette personne a été cohérente tout au long de la manip. Donc 0% différent ici et 100% différent ici. Et de manière cohérente, quand on ajoutait des transformations en plus de la rotation, la personne continuait de nous dire qu'il ne s'agissait pas de la même forme. Donc cette personne, en fait, elle a appliqué une première géométrie qui est la géométrie identité. En vert, vous avez ici une personne différente qui a répondu et qui a appliqué un critère tout à fait différent. Cette personne-là, quand on avait des formes qui étaient reliées de manière affine, elle nous disait que c'était la même forme, et donc de manière cohérente, toutes les transformations qui sont moins puissantes que les transformations affines, elle nous disait que c'était la même forme.
Et par contre, la personne basculait quand on passait sur une projection et nous disait que c'était des formes différentes. Donc à nouveau avec une bascule qui va tout d'un coup de 0 à 100%, donc quelqu'un qui était très cohérent sur toutes ces réponses. Et ça, c'est quelqu'un qui a appliqué la description de la géométrie affine. Après, vous avez, donc là je vous ai donné 2 exemples de personnes qui étaient tout à fait cohérents parce que c'est plus facile de comprendre ce qui s'est passé. Vous avez aussi des personnes qui ont hésité. Et la personne qui est en bleu ici, c'est quelqu'un qui a hésité. Alors, quand on arrivait sur des transformations affines, elle n'hésitait plus. Pour le coup, ça, c'était des formes qui étaient différentes. Mais sur des transformations, sur des rotations ou sur des changements de taille, la personne nous disait parfois, pour moi, c'est la même chose, ou parfois, pour moi, c'est pas la même chose. Et on a vu des gens comme ça, en cours de manip, qui changeaient d'avis, qui disaient « Ah bon, j'ai dit des choses au début, maintenant, en fait, je me suis trompée, maintenant, je me cale sur un autre critère. » Et donc ces personnes-là, en fait, quand on regarde sur l'ensemble de la manip, ils ont utilisé un mélange de plusieurs niveaux de géométrie. Et donc pour la personne en bleu, à la fois la géométrie identité, la géométrie euclidienne et la géométrie invariante d'échelle. Et donc voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour décrire ces profils de réponse, pour vous expliquer en fait comment on analyse ces données-là. Ce qu'on analyse, c'est à quel point les réponses vont basculer quand on passe d'un type de transformation à l'autre. Et si la réponse bascule, ça nous dit que la personne a utilisé la géométrie qui est représentée ici, qui correspond à cette transition d'un type de transformation à l'autre. Et donc c'est ça que je vais vous montrer, c'est la différence entre les réponses pour un type de transformation versus les transformations qui venaient juste avant. Sur nos 5 groupes d'âge, alors on a deux conclusions principales dans cette manip. La première conclusion qu'on a, c'est que en fait, toutes les géométries étaient accessibles à tous les groupes d'âge. Ici, le niveau de la chance, c'est 0, c'est-à-dire de répondre de la même façon à un certain type de transformation ou au type de transformation suivante. Et vous le voyez déjà à l'échelle qui est apparente pour mes graphiques, dans tous les groupes d'âge, pour tous les types de géométrie, on était au-dessus de 0. Par contre, on a eu quand même des effets développementaux, c'est-à-dire que d'un groupe d'âge à l'autre, les différentes géométries n'étaient pas utilisées de la même façon, on n'avait pas les mêmes priorités ou la même importance de ces différentes géométries. Et donc je vais vous expliquer ces résultats en passant des plus petits vers les plus grands. Quand on regarde les plus petits, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ils utilisent toutes les géométries et il n'y a pas de géométrie qui est en fait plus importante que les autres. Ils naviguent vraiment entre toutes ces différentes ces descriptions possibles des formes, y compris des enfants qui utilisent des descriptions très abstraites. C'est-à-dire que pour eux, à partir du moment où la forme a le même nombre de bosses, c'est la même forme. Par contre, s'il y en a une qui est toute lisse et l'autre qui a plein de pointus, là, ils vont dire que ce n'est pas la même forme. Donc ça, c'est les tout petits, enfants d'âge maternel. Quand on passe à l'âge suivant, à partir de 6-8 ans, ce qu'on voit, c'est que... Hop, je vais enlever mon pointeur. Ce qu'on voit, c'est que les enfants abandonnent, ils ne les abandonnent pas complètement, c'est ce que je disais juste avant, mais ça devient beaucoup moins important, ils abandonnent les géométries qui sont les plus abstraites. Ils vont se reporter plus sur les géométries qui sont de plus bas niveau. À partir de 9 ans, ce qu'on voit, c'est que la géométrie de type invariante d'échelle commence à prendre le pas sur les autres géométries. Donc la géométrie qui décrit les formes en fonction des proportions et fait abstraction des rotations et des changements de taille. Ça s'intensifie chez les adolescents et ensuite, entre adolescents et adultes, on n'a plus de différence. Juste une remarque en passant, en fait, on retrouve ici le résultat que je vous avais montré sur la première manip. En fait, la première manip, c'était un zoom sur les 2 niveaux euclidiens et scale-free. Et je vous avais montré qu'on avait une bascule entre les 6-8 ans et les 9-12 ans. C'était aux États-Unis à l'époque, maintenant c'est en France. Et de la même façon, ici en France, on voit que c'est à partir de 9-12 ans que cette description des formes en fonction des proportions et en faisant abstraction de la taille, elle commence à prendre le pas sur toutes les autres. Et elle continue à rester prépondérante chez les plus âgés. Donc,
Qu'est-ce qu'on conclut de cette manip? La première conclusion, c'est que toutes les formes de géométrie sont accessibles à tout le monde. Donc on a une certaine flexibilité. Et en particulier, cette flexibilité existe et est même encore plus marquée chez les enfants les plus jeunes. Donc contrairement à ce que en fait, je pensais en arrivant, en lançant cette expérience, la géométrie euclidienne n'est pas spécialement plus intuitive que les autres géométries. Les géométries semblent être sur un pied d'égalité au début de la vie. Par contre, quand on s'intéresse aux gens qui sont les plus âgés, la géométrie de type invariante d'échelle, donc géométrie euclidienne invariante d'échelle, est la géométrie préférée des adultes et des enfants des plus grands. Et alors bon, ici on a une population de Français qui donc, ont reçu une éducation en géométrie à l'école. On peut se poser la question de savoir si cette évolution vers une forme de géométrie préférée, est-ce que c'est quelque chose qui est propre à une culture ou est-ce qu'on pourrait la retrouver de manière universelle? Et si je vous reporte encore aux résultats qu'on avait obtenus chez les Munduruku, qui était, comme je disais, un zoom sur une partie des géométries, et qui semblait montrer que cette prépondérance de la géométrie métrique, et par rapport à la géométrie de la géométrie métrique invariante d'échelle par rapport à la géométrie où l'échelle est importante. On l'avait trouvé déjà chez les Munduruku, donc ça laisse à penser que peut-être l'évolution qu'on a vue ici pourrait être quelque chose qui est présent même en l'absence d'éducation spécifique en géométrie. Voilà. Donc on a une certaine flexibilité. Je vais passer, donc comme je vous disais, au fur et à mesure des projets, je fais un petit voyage en m'éloignant de plus en plus de cette caractérisation stricte de la géométrie euclidienne. Je vais passer au troisième projet, où là on va aller encore plus loin, parce que toute cette famille de géométrie de Klein dont je vous ai parlé avant, en fait, effectivement, ce n'était pas exactement ce qu'on appelle la géométrie euclidienne, mais elle n'était pas non plus en opposition avec la géométrie euclidienne. On peut les voir comme une extension de la géométrie euclidienne. Mais en fait, dans l'histoire des mathématiques, il existe également des géométries qui sont en opposition avec les géométries euclidiennes. Et le point de discorde entre ces géométries, c'est ce qu'on appelle le cinquième postulat d'Euclide. C'est un postulat qui parle de parallélisme. Donc c'est un postulat qui nous dit que si on prend une ligne, L, un point qui est en dehors de cette ligne, on va avoir une parallèle à la ligne qui passe par ce point, et il y a une seule parallèle à la ligne. Donc c'est un des postulats de base sur lequel est construite la géométrie d'Euclide. Et alors dans d'autres recherches que je vais pas détailler ici, on a trouvé que cette idée de l'existence de parallèles, c'est quelque chose qui est assez intuitif et même qui a l'air universel, parce que les Munduruku, par exemple, souscrivent à cette idée. Et dans l'histoire de la géométrie, ça a été les géométries qui souscrivent à ce postulat-là sont restées dominantes sur la scène de la géométrie pendant à peu près 2000 ans, avant qu'on se rende compte qu'il existe des géométries qui sont tout à fait cohérentes sans souscrire à ce postulat-là. Et qui sont des géométries où on peut avoir différents types de violations du cinquième postulat, soit des géométries où il n'y a aucune parallèle, donc il n'y a pas de parallèle qui passe à L par P, soit des géométries où il y en a, mais alors par contre il y en a une infinité. Et donc on n'est pas dans un cas d'unicité comme ici. Alors, donc je vous disais, pendant 2000 ans, on est resté sur un cadre de géométrie où on souscrivait au postulat. Pendant toutes ces années-là, en fait, les mathématiciens ont découvert plusieurs formulations, plusieurs propriétés qui sont équivalentes à ce postulat. Une de ces propriétés, par exemple, c'est le fait que la somme des angles d'un triangle soit égale à 180 degrés. Et donc la question que je vais poser dans la recherche qui va suivre, c'est de savoir si est-ce que c'était finalement un accident de l'histoire, ce fait qu'on soit resté si longtemps que ça sur des géométries euclidiennes
avant d'aller faire des géométries qui sont non euclidiennes, ou est-ce que vraiment le cerveau humain est prédisposé pour penser l'espace en termes euclidiens. Alors, je vous ai parlé d'une autre recherche où on a vu que le cinquième postulat est un postulat qui semble intuitif, mais quand même, en fait, on pourrait imaginer que les géométries euclidiennes, qu'il y ait un point d'entrée intuitif sur ces géométries non euclidiennes, parce que quand on regarde l'histoire des mathématiques, en fait, il existe des modèles de géométrie euclidienne qui, à vrai dire, sont étonnamment simples. Un tel modèle, c'est la géométrie sphérique. Je vous ai représenté ici une sphère sur l'écran. Vous avez un triangle sur cette sphère. Le triangle a 3 angles qui sont tous les 3 des angles droits. Donc on est en violation de cette propriété ici, du fait que la somme des angles du triangle est égale à 180 degrés. Ici, c'est 270. Et de la même façon, je vous ai dit que la somme des triangles, c'est équivalent à cette propriété sur les parallèles. De la même façon, en géométrie sphérique, on n'a pas de parallélisme, en fait, il n'y a pas de droite parallèle. Donc on est vraiment sur un modèle de la géométrie euclidienne, qui est un modèle en fait assez simple, que je peux vous expliquer ici en quelques minutes. Donc est-ce que en fait, c'est un modèle qui est facilement accessible à notre intuition, à notre perception ? La clé pour passer de la géométrie euclidienne classique en lien avec le cinquième postulat d'Euclide à la géométrie à la sphère comme modèle de géométrie non euclidienne, c'est de généraliser le concept de ligne droite à un concept qui peut s'appliquer à des lignes qui sont tracées sur des surfaces courbes, un concept qui s'appelle en mathématiques la géodésique. Donc géodésique, en fait, c'est une ligne qui est une géodésique, c'est un chemin qui va tout droit et qui peut être tracé sur n'importe quel type d'espace. Donc si vous imaginez dans votre tête faire rouler une petite voiture, vous pouvez la faire rouler sur un plan et ce que vous allez obtenir, c'est une ligne droite, mais vous pouvez aussi faire rouler cette petite voiture sur des surfaces avec des creux et des bosses. Elle va décrire un certain type de courbe, elle ne pourra pas faire n'importe quelle courbe, et les courbes qu'elle décrit, ce sont des courbes géodésiques. Et donc en particulier, si on fait rouler une petite voiture sur la sphère, on peut la faire rouler le long de ce qu'on appelle un grand cercle, qui correspond à l'équateur de la sphère. Le grand cercle est une géodésique, mais par contre, ce n'est pas possible de faire rouler la petite voiture le long d'un petit cercle. Ce petit cercle qui est représenté ici n'est pas une géodésique. Un autre modèle physique peut-être qui peut vous aider à appréhender le caractère droit et pas droit de ces différents cercles. Ici, vous avez des photos où sur une balle de mousse, on a planté des épines et on a tendu un élastique entre ces 2 épines. Vous voyez à droite que l'élastique, on peut le tendre le long d'un grand cercle. Par contre, on n'arrive pas à le tendre le long d'un petit cercle. L'élastique va naturellement se déporter le long d'un grand cercle. Voilà. Donc la question qu'on a voulu poser, c'est en fait les recherches que je suis en train de vous présenter, c'est des recherches qui sont issues de la thèse de Charlotte Barrault, qui a soutenu il y a quelques mois. La question qu'on a voulu se poser, c'est est-ce que ce concept de géodésique est intuitif pour les gens? Et en fait, bon, je ne vous détaille pas pourquoi, mais notre hypothèse, c'est que ça ne l'était pas. Et que les gens, au lieu de réellement réussir à percevoir des géodésiques, allaient appliquer une heuristique qui, en général, ne marche pas, qui est de considérer que les lignes sont droites quand les lignes correspondent à une découpe à l'intersection de la surface avec un plan. C'est comme si on avait coupé tout droit la surface. Et donc, par exemple, donc les cercles sur la sphère, c'était un exemple. On coupe tout droit la sphère, on obtient un cercle. Ici, on a coupé tout droit un cylindre, on obtient une ellipse. C'est une découpe plane, mais il ne s'agit pas d'une géodésie. On ne peut pas faire rouler sa petite voiture là-dessus. Et donc pour tester cette hypothèse, ce qu'on a fait avec Charlotte, on a mis en place une expérience où on a croisé de manière systématique ces facteurs de est-ce que la ligne est plane ou pas, et est-ce que la ligne correspond à quelque chose de droit ou pas.
Donc on avait des lignes qui étaient tracées sur plusieurs sortes de surfaces. On commençait l'expérience en donnant une description intuitive de ce que c'est qu'une ligne droite aux gens. Donc une ligne droite, c'est quelque chose qui va toujours droit devant soi. Ça ne tourne jamais, ni à droite ni à gauche, ça va tout droit. Et après, on leur montrait des essais donc voici un exemple d'essai, qui était en mouvement parce qu'on voulait vraiment qu'il n'y ait pas de difficulté à appréhender la forme de cette courbe. On voulait qu'ils soient parfaitement informés sur ce que c'est la courbe et qu'ils nous disent, plus à un niveau conceptuel, si pour eux ça correspond à une trajectoire qui va tout droit ou qui ne va pas tout droit. Alors, on a réalisé plusieurs analyses sur ces données-là. Première analyse qu'on va faire, c'est comme je vous disais, on a ces deux facteurs qui sont croisés et on a regardé si ces facteurs permettaient de prédire si la personne va nous dire est-ce que la courbe, la ligne qui est présentée correspond à une trajectoire droite ou pas. Et alors on obtient deux résultats. Le premier résultat, c'est qu'ils sont un petit peu au-dessus du niveau de la chance. Donc ils disaient effectivement que quand la ligne était effectivement droite, ils disaient effectivement qu'elle est droite plus souvent que quand la ligne n'était pas droite, effectivement. Mais que ce soit à l'intérieur, à gauche sur le graphique, des lignes qui sont droites ou à l'intérieur des lignes qui ne sont pas droites, on a aussi un effet massif de notre manipulation, qui est est-ce que la ligne était plane ou pas. Donc de manière générale, les gens sont beaucoup plus enclins à dire qu'il s'agit d'une ligne droite quand la ligne qui est présentée correspond à une découpe plane. Donc ça, c'était une première analyse. Deuxième analyse, en fait, au sein de l'expérience, on avait un certain nombre d'essais qui étaient appariés sur plusieurs paramètres, sur plusieurs critères, parce que bon, tout ça, c'est des courbes qui sont différentes et puis qui varient sur plusieurs types de dimensions. Donc, on a extrait des essais, des courbes qui étaient appariées en longueur, en courbure, que ce soit le maximum ou la courbure moyenne. Et on a pu faire des paires en appariant ainsi. Voilà, on a créé trois types de paires, pardon. La première type de paire, c'est celle qui nous intéresse le plus. Ce sont des essais qui sont appariés en tout, sauf qu'il y en a qui sont plats, qui sont des lignes planes, et d'autres qui ne sont pas des lignes planes. Donc dans les deux cas, il s'agit de lignes qui ne sont pas droites. Et quand on se focalise sur ces essais-là qui sont bien appariés, on retrouve notre effet qui est que les personnes vont dire plus souvent que la ligne qui est plane est en fait une ligne droite par rapport à la ligne qui n'est pas plane. On a aussi deux autres types de paires qui sont des paires où on va faire varier l'autre facteur, donc est-ce qu'il s'agit d'une ligne droite ou pas, pour des lignes qui sont soit planes, soit pas planes. Et sur ces paires-là, on retrouve l'autre effet que je vous ai dit, qui est que quand même les gens ont une sensibilité au fait que la ligne est droite ou pas droite. Voilà. Donc, les données vont dans le sens de l'hypothèse qu'on avait proposée. On était assez contente, mais à ce moment-là, on n'a pas été tout à fait satisfaite avec Charlotte parce qu'on s'est dit, en fait, peut-être le problème qu'on a ici, c'est que finalement, les gens ne comprennent pas trop la question qu'on essaie de leur poser. Et du coup, ils sont un petit peu embêtés et ils essayent d'interpréter la question. Et en interprétant la question, ils tombent sur ce qui leur semble peut-être le plus plausible, qui est que peut-être qu'ils sont en train de me demander s'il s'agit de quelque chose qui est plan ou pas. Donc, on a fait une deuxième expérience où cette fois, on voulait vraiment poser la question de la manière la plus claire possible. Et alors pour poser la question de manière vraiment claire, en fait, il nous fallait des gens particuliers. À vrai dire, il nous fallait des gens qui puissent comprendre des mathématiques pour qu'on puisse poser la question avec le langage précis qui est le langage mathématique. Donc dans cette expérience-là, notre groupe de participants, ce sont des gens qui ont au moins une licence en maths, voire plus. On avait aussi des gens qui avaient un doctorat en maths. Mais qui ont été quand même sélectionnés parce qu'ils ne sont pas spécialisés sur les géodésiques. À la limite, ils en ont entendu parler, mais ils n'ont jamais vraiment manipulé ce concept directement.
Et donc, on leur a proposé la même étude, le même genre d'étude, ce n'est pas exactement les mêmes courbes, mais bon, c'est la même logique. Sauf que la question qu'on leur posait, là, on ne parlait plus de trajectoire droite, de ligne droite, on utilisait vraiment le mot géodésique, et on leur donnait une définition la plus précise possible et la plus complète possible de ce que c'est qu'une géodésique. Donc, vous avez ici la définition qui a été proposée en genre. J'ai souligné en vert les parties clés de la définition. Il y a ici cette histoire de vecteur accélération. C'est en langage mathématique, ça veut dire que la courbe ne tourne pas. On leur donne aussi un autre critère qui est le fait que la courbe correspond localement au plus court chemin. Donc ça, c'est vraiment pour essayer de leur donner tout ce qu'on peut pour les aider à bien identifier la tâche qu'on veut. Voilà, ils ont plusieurs critères à leur disposition. On leur donne aussi une description intuitive de ce que c'est qu'une géodésique, éventuellement ça peut aider, et on leur dit aussi que la géodésique, ça a un rapport avec les lignes droites. Donc voilà, on a fait tout ça, on s'est assuré qu'ils ont compris les termes qui étaient dans la définition, qu'ils sont d'accord avec les définitions, que ça ne les a pas choqués, etc. Et malgré tout ça, en fait, on a retrouvé le même effet. C'est-à-dire que, bon, généralement, le taux de réponse correct était supérieur, mais malgré ce taux de réponse correct qui était supérieur, on a ce même biais, cette même heuristique qui est utilisée, qui est de répondre, d'utiliser le fait que les lignes sont des lignes planes et de considérer que ça c'est un critère pour dire que la ligne est une géodésique, donc une ligne droite. Donc, la conclusion qu'on donne avec Charlotte de cette étude, c'est que, en fait, même si le modèle de la sphère et d'autres modèles du même acabit de la géométrie euclidienne semblent être des modèles qui sont relativement simples et accessibles, en fait, ce sont des modèles qui sont peu intuitifs, parce que ce saut conceptuel qu'il faut faire pour considérer qu'une géodésique est une ligne droite est un saut qui est difficile à faire. Et même le fait de percevoir le caractère droit de ces deux géodésiques est quelque chose qui est difficile. Alors pourquoi bon, ici là je vais rentrer dans un territoire de spéculation. Pourquoi est-ce qu'on a ce biais pour utiliser la planéité? Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que donc, la géodésique est une extension, une généralisation du concept de ligne droite. En fait, la ligne droite classique sur le plan, elle a tout un ensemble de propriétés qui vont ensemble sur le plan, qui sont équivalentes les unes aux autres du point de vue mathématique. Et en fait, dans la géodésique, elle ne retient qu'une sous-partie de toutes ces propriétés. Donc là, sur le tableau, je vous ai mis des propriétés que les gens citent naturellement quand on leur demande qu'est-ce que c'est qu'une ligne droite. Donc ce sont des propriétés qui sont possédées par les lignes droites sur le plan, et les géodésiques, en fait, ne retiennent qu'une sous-partie de ces propriétés. Et donc peut-être que la difficulté qu'ont les gens vient du fait que c'est difficile de considérer que ces différentes propriétés peuvent être séparables et qu'on va se focaliser sur certaines propriétés en mettant de côté les autres. C'est peut-être ça la source de la difficulté. Une autre source de difficulté qu'on a identifiée en discutant avec nos participants, c'est vraiment sur cette notion de ne pas tourner et de direction fixe. En fait, le fait d'imaginer que quelque chose puisse à la fois ne pas tourner, mais avoir une direction dans l'espace qui change, c'est quelque chose qui paraît extrêmement contre-intuitif. Donc, comme si les gens en fait avaient du mal à se détacher d'une définition de la direction qui est ancrée sur une représentation de l'espace comme un espace absolu, indépendant de ce qui se passe dedans et par rapport auquel la définition va être décrite. Voilà, donc ce sont nos pistes pour comprendre la difficulté qu'il y a à comprendre cette notion de ligne droite sur des surfaces courbes.
Voilà, donc j'en ai fini avec les 3 projets que je voulais vous projeter et vous décrire. Juste un petit peu un résumé de ce que je vous ai montré jusqu'ici. Donc, comme je vous disais, mon but, ma quête, c'est de trouver des systèmes de représentation qui ont un contenu mathématique chez des personnes qui n'ont pas forcément reçu d'éducation en mathématiques. Aujourd'hui, dans cet exposé, je me suis concentrée sur la représentation des formes visuelles. Dans la première étude, je vous ai montré que quand on nous donne des formes visuelles à percevoir, on va encoder spontanément ces formes, naturellement ces formes, selon la description qui est celle de la géométrie euclidienne. Et cette capacité est présente même chez des gens qui n'ont pas reçu d'éducation en géométrie. Je vous ai montré même qu'il y avait une certaine flexibilité et qu'on pouvait encoder les formes selon différentes géométries qui se situent à différents niveaux d'abstraction. Et à vrai dire, cette capacité de naviguer entre plusieurs géométries, elle est d'autant plus forte chez des jeunes enfants qui n'ont pas encore eu d'éducation en géométrie. Mais je vous ai aussi montré une limite à la flexibilité de nos intuitions, et la limite étant la capacité se situant sur ce concept de géodésie qui est un concept clé pour accéder à des intuitions sur la géométrie non euclidienne. Voilà. Et donc pour finir, je voudrais remercier un certain nombre de gens, tous ceux qui étaient mes co-auteurs sur ce projet, et notamment Charlotte, qui m'a passé ces diapos de thèse, dont je me suis très largement inspirée et qui m'a un peu sauvé la vie pour préparer cette présentation en 2 jours. Donc je la remercie publiquement. Je remercie aussi les différentes institutions qui nous permettent de faire ces recherches, la FUNAI pour les Munduruku et Universcience avec le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences qui nous a accueillis pour les recherches sur les invariants géométriques. Voilà, et merci de votre attention.